Mais à 34 ans, il ne se sent pas prêt. Pas encore. Il y a eu la pression et de l'armée et des organisations du parti pour qu'ils prennent la tête. Parce qu'on pensait, on voyait en lui comme la meilleure garantie pour aller vers le 3e congrès. Il l'a refusé. Il l'a refusé. Il a pensé que dans ce contexte, bon, il avait un aîné, le général Yombi, et moi j'étais de ceux qui exerçaient aussi quelques pressions. J'étais comme directeur de cabinet. Certains essayaient de passer par nous pour le convaincre. Il l'a refusé. Alors lorsque... C'est-à-dire qu'il aurait pu prendre le pouvoir au mois de mars 77. Exactement. Il était ministre de la Défense et il avait la direction du parti en réalité. Donc toutes les conditions étaient remplies pour qu'il prenne le pouvoir en ce temps-là. La présidence Yombi durera 600 jours. Le successeur de Marian Ngouabi prône la rigueur et l'efficacité, mais son style martial et sa communication déficiente vont lui coûter cher. Yombi est destitué par le comité central le 5 février 1979, avant d'être arrêté. Cette fois, pour Denis Sassou Nguesso, l'heure est venue d'assumer ses responsabilités. Vous êtes vice-président, ministre de la Défense, vous êtes le numéro 2 du pays. Numéro 2, voilà. De manière tout à fait claire. Oui, mais pour en arriver à cette décision que l'on connaît, c'est-à-dire le Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, il y a aussi une volonté personnelle, qui est la vôtre, d'arriver au pouvoir. Mais il faut quand même dire que ce n'était pas une simple volonté de puissance comme ça qui venait de Sassou Nguesso comme dirigeant du parti, mais c'était quand même aussi la même opinion du 18 mars, hein, qui est comme revenu dans les milieux du parti, et dans les milieux de la jeunesse, et dans les milieux des syndicats, même des organisations de femmes, qui estimaient que, bon, pour remettre le parti dans son fonctionnement normal, il fallait certainement mettre un cadre. Et puis, moi-même aussi, oui. Et à ce moment-là, je me sentais prêt à prendre cette situation en main, qui était quand même une situation très difficile. Au plan politique, au plan économique et social, c'était une situation... le pays était quand même dans une dérive sérieuse, oui. Je me sentais la volonté de le faire. Oui. Vous vous souvenez de ce jour de février où vous êtes président de la République? Vous vous en souvenez encore? Quel sentiment avez-vous en tête? Qu'est-ce qui se passe? Vous dites, j'ai fait un chemin extraordinaire quand même. Depuis Édou jusque-là. Jamais j'aurais pensé que... Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? Quels sont vos sentiments? Bon, le sentiment, c'était quand même celui du devoir. Je sentais quand même à ce moment-là le poids de la responsabilité. Bon, le parcours, oui, j'étais arrivé là, mais c'est le moment où je me sentais le plus prêt à assumer une telle responsabilité pour des raisons sérieuses. Fin 1976, début 1977, alors que le Congo entrevoit des perspectives rassurantes sous la mouvance de son chef, les forces de l'inertie non encore circonscrites figent le destin d'un peuple. Le 18 mars, le président Marian Ngouabi est assassiné. Dans le pays, l'émotion est à son comble. Nul n'aurait pressenti un dénouement aussi ténébreux de l'histoire. Moment exceptionnel, mesure exceptionnelle. Le comité militaire du parti CMP est mis en place, jetant le voile sur le Parti congolais du travail PCT que Marian Ngouabi et autres compagnons ont porté sous les fonds baptismaux. La feuille de route du CMP contient des stigmas du temps, préparation des obsèques du président Marian Ngouabi et gestion des affaires courantes. Jacques-Joachim Yombi Opango, porte-étendard du CMP, donne de la couleur à son ascension. Il abroge la Constitution de 1973, dissout l'Assemblée nationale et se nomme général. La crise financière d'alors, qui fragilise les équilibres sociaux, débouche sur un mécontentement généralisé. C'est dans ce contexte que le CMP remet le 5 février 1979 ses pouvoirs au comité central du PCT.
Denis Sassou Nguesso devient président de la République. Florent Tiba a été l'un des témoins de cette histoire mouvementée du Congo. Il livre sa portion de vérité sur le mouvement du 5 février 1979. Invité donc ce soir, le ministre d'État Florent Tiba, avec André Ondele, nous vous recevrons pour parler du mouvement du 5 février. André Ondele. Oui, Monsieur le ministre d'État, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu dans ce studio de circonstances, parce que nous sommes dans la bibliothèque de la presse présidentielle. Jocelyn Patrick Gombe vient de dire que nous allons parler du mouvement du 5 février 1979, mais nous allons éviter de faire une longue évocation. Nous insisterons certainement sur cette date et l'image qu'elle donne en termes de symbole dans l'histoire. Le 5 février 1979, Denis Sassou Nguesso arrive pour la première fois à la magistrature suprême. Vous êtes certainement de ceux qui l'accompagnent dans ce mouvement-là. Est-ce que vous pouvez nous dire l'ambiance qui règne à Brazzaville ce jour-là? Disons que le 5 février 1979, il y a eu transfert de pouvoir, et ce transfert de pouvoir s'est fait selon les dispositions statutaires du Parti congolais du travail. Ça s'est passé dans le cadre du comité central du Parti congolais du travail. Évidemment, lorsque il y a un événement de ce genre, il ne peut pas être extrait d'un certain environnement. Il y avait une ébullition de la ville, bon, mais finalement, tout s'est passé sans effusion de sang, et c'est ce que tout le monde souhaitait. Monsieur le ministre d'État, nous n'allons pas insister sur une évocation s'attarderait sur telle ou telle personnalité ou tel personnage. Nous n'allons pas non plus revenir sur le rôle de chaque acteur dans ce mouvement-là. Et nous savons que vous aimez beaucoup le latin, et les latins ont dit « nomina sont odiosos », donc les noms sont odieux. Mais nous nous attarderons juste sur l'atmosphère qui a dominé la ville ce jour-là. Monsieur le ministre, dire le temps qu'il fait ou l'air qui flotte sur une ville, quelle que soit la nature de l'événement qui domine ce jour-là, ne peut pas ressembler à une évocation tendancieuse qui nuirait à telle ou telle personne. Nous allons enlever le pain de la bouche aux historiens. Je crois qu'il faut laisser le temps d'écrire l'histoire. Ça sera plus objectif. On peut simplement définir ce mouvement-là comme l'arrivée pour la première fois de Denis Sassou Nguesso à la présidence de la République du Congo. Oui, le 5 février, il y a eu un transfert de pouvoir. Le comité militaire était une instance tout à fait provisoire qui avait mission, mandat d'organiser les funérailles du président Marien Ngouabi, après quoi il devait rendre le pouvoir du comité central au parti, enfin du parti au comité central. Et cela ne s'est pas fait sans heurte, hein. C'est quand même des questions de pouvoir. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, Dieu merci, tout cela s'est passé sans effusion de sang. Et vous vous en réjouissez aujourd'hui, tout au moins de la manière dont les choses se sont déroulées ce jour-là? Je crois que tout ça est loin derrière, et je l'ai dit tout à l'heure qu'il faut éviter des évocations qui peuvent entraîner des frustrations. C'est de l'histoire. Nous avons des historiens, hein, ils auront le temps d'écrire tout cela plus objectivement, plus calmement. Bon, ok, monsieur le ministre, puisqu'il y a des évocations qui ne sont pas bonnes à faire, mais toujours on fait d'évocations, en voici quand même une qui ne donnerait à personne l'air de quelqu'un qui suce un citron. Le 5 février 1979, Denis Sassou Nguesso arrive au pouvoir, il s'installe. Comment organise-t-il les premiers jours de son mandat à la tête du Congo? À quel défi s'attaque-t-il immédiatement, et comment se déploie-t-il, comment s'emploie-t-il à ramener au pays ce qu'il avait perdu ou à lui donner ce qu'il manquait comme marque? Il y a une constance chez le président Denis Sassou Nguesso, c'est la paix. La première chose, c'était de garantir la paix au sein du peuple, la sécurité. On sortira quand même d'une certaine ébullition politique. Je crois que c'était la première démarche. Et à l'époque, le pays connaissait de grandes difficultés, de grandes difficultés financières au niveau économique. Et bien, on a mis en place un programme pour s'attaquer fondamentalement à la crise qui secouait à l'époque le pays.
Il l'a fait, et comme il l'a fait après la guerre, au lendemain de la guerre de 97. Donc une démarche similaire. On consolide la paix, on met en place un programme intérimaire pour s'attaquer aux grandes questions financières et économiques. Ça s'est fait comme ça au lendemain de la guerre du 5 juin et ça a été la même démarche. Oui, mais c'est une certaine opinion. Ce n'est que son premier régime, ici, du président Nguesso, on peut l'appeler ainsi, auquel vous apparteniez d'ailleurs, commença à donner ses premiers signaux avec le premier plan quinquennal. Non, disons que il y a quand même la partie invisible de l'iceberg. Le premier plan quinquennal n'est pas tombé comme ça du ciel. Il y a eu, avant le premier plan, il y a eu organisation même de forums. Avant le plan, je crois qu'il y a eu des conseils nationaux du plan, des grandes concertations. Le premier plan n'est pas venu comme ça, tombé comme Deus ex machina. Je ne crois pas. Il y a eu toute une démarche tout à fait rationnelle qui a conduit à l'élaboration du premier plan quinquennal. Et après tant de balbutiements, de trébuchements et peut-être d'accommodation. Ah, mais écoutez, déjà à l'époque, on avait de nombreux mois d'arriérés de salaire. Il fallait s'attaquer, résoudre cette question. C'était pas si facile. Et justement, monsieur le ministre d'État, vous parlez qu'on avait de nombreux mois d'arriérés de salaire, mais quand le président Sassou Nguesso accède à la magistrature suprême, on n'a pas attendu 2 mois. Dès le premier mois, les salaires ont commencé à tomber. Comment cela s'est-il passé? Effectivement, quand on arrive à ces niveaux, c'est un problème de responsabilité. On a fait montre, le président a dû faire montre de beaucoup d'imagination et on s'est attaqué rapidement à cette question du salaire des agents de la fonction publique et des mesures ont été prises, ça et là. Quant à réduire le train de vie de l'État, on a fait montre de beaucoup d'imagination et puis bon, c'est vrai que vous dites que le président Sassou a fait montre de beaucoup d'imagination, mais est-ce qu'on ne peut pas penser que c'est un mouvement qui a été préparé depuis de longs mois? Non, dire comme ça, c'est comme si cela s'apparentait à un complot. Nous disons que le comité militaire du parti avait été mis en place pour préparer les obsèques du président Marien Ngouabi. On a quand même connu une situation assez triste, inhabituelle dans le pays, responsabilité donc des cadres politiques de l'armée. Je crois qu'au bout d'un certain temps, sa mission était finie. Et puis voilà. Mais pourquoi fallait-il un mouvement pour qu'il y ait lieu ce transfert de pouvoir? Bon, mouvement ou pas mouvement, nous disons que cela s'est passé dans le cadre de l'organisation du parti. Le comité central a repris. Bon, il est évident que ceux qui assumaient le pouvoir à l'époque, c'est quand même des questions de pouvoir. La tendance, c'est d'y rester. Bon, c'est vrai que l'activité du comité central a eu quelques effets collatéraux. Et c'est peut-être tout ça qui a amené à l'appellation mouvement. Monsieur le ministre, les annales du XXe siècle mentionnent qu'avant l'arrivée au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso, le Congo n'avait jamais connu un programme d'aménagement ou d'équipement digne de ce nom. Est-ce que vous confirmez cela? Lorsque le plan quinquennal 1982-1986 est mis sur la rampe de lancement, on l'appelait même le premier plan quinquennal. Ça veut dire que c'est la première fois que... Le second n'est jamais venu, mais enfin peut-être sous un autre nom. Bon, mais écoutez, chaque régime a son originalité. Le président est arrivé, il a eu sa méthode, il a eu sa démarche. Et puis qui a donné les résultats que nous connaissons. Cela ne... c'est pas la négation de ce que ses prédécesseurs ont pu faire avant. Ça, c'est sûr que chacun est passé, il a mis sa note, mais au moins, que ce soit le président Youlou, que ce soit le président Massamba Deba, le président Ngouabi, le président Yombi, chacun est passé, a fait le temps qu'il a fait, on dit laissant ses traces. Mais en parlant de président Sassou Nguesso, il a sa méthode, il a sa démarche, et puis et qui est là, et chacun peut juger. Au
Aux Congolais, Denis Sassou Nguesso va apporter ce qu'ils attendent le plus, la stabilité, condition du développement. Si le régime Sassou I reste socialiste en apparence, le mot d'ordre est celui du réalisme. Réalisme politique tout d'abord, avec la libération des prisonniers d'opinion et l'adoption d'une nouvelle constitution. Réalisme diplomatique ensuite, entre la France de Giscard d'Estaing puis de François Mitterrand, les États-Unis de Jimmy Carter et de George Bush, l'URSS, la Chine et Cuba, Denis Sassou Nguesso s'efforce de maintenir un subtil équilibre. Réalisme économique surtout. Le pays se construit enfin. Routes, ponts, édifices publics sortent de terre, sous l'impulsion de ce qui va devenir, pour le meilleur et pour le pire, la ressource essentielle du pays, le pétrole, dont les découvertes de gisements se multiplient au cours des années 80. Ce qui finalement a un peu fragilisé votre position dans la deuxième moitié des années 80, c'est l'économie. Ouais. La chute du pétrole. Et puis l'obligation qui vous est faite de faire ce fameux plan d'ajustement structurel avec la Banque mondiale. Et là, c'est dur. La médication, la potion du médecin Banque mondiale est très dure. Fonds monétaire aussi. FMI, très dur. Au début des années 80, nous avions lancé un plan ambitieux, le plan quinquennal, 82-86. On l'avait commencé par les infrastructures de base, comme maintenant d'ailleurs. Et cela n'a pas fondamentalement changé. Mais certains résultats existent sur le terrain. Mais cela n'a pas duré, puisque les prix du pétrole se sont effondrés, sont passés de $33 à 9, puis à 7. Et le dollar lui-même est passé de 10 francs français à 5. Les deux effets cumulés ont amené la catastrophe et donc la cessation de paiement est suivie naturellement par les mesures d'ajustement structurel telles qu'elles étaient dictées par le Fonds monétaire de la Banque mondiale et qui n'ont pas donné de bons résultats. Je ne connais pas de pays qui ait obtenu de bons résultats à travers l'ajustement structurel. Nous insisterons beaucoup sur le chiffre 5 et ce qu'il renvoie en termes d'image ou de symbole dans l'opinion. Le 5 février 1979, Denis Sassou Nguesso accède pour la première fois à la magistrature suprême. Le 5 juin 1997, Denis Sassou Nguesso est attaqué par les milices du régime d'alors. Le 15 octobre 1997, il s'en sort après une légitime défense fermement tenue par les forces démocratiques et patriotiques. Et dans le 15 octobre, il y a aussi le chiffre 5. Le 5 février 2011, Denis Sassou Nguesso est décoré par le président togolais. Le même 5 février 2011, le président Thomas Boni Yayi, son homologue, le décor et lui remet également la médaille de Grand Croix. Je n'ai pas la prétention d'être un cartomancier ou un chiromancier, mais un philosophe français disait que le hasard était l'antithèse de la raison. Et à mon niveau, j'essaye à chaque fois de recourir à la raison pour saisir et comprendre. C'est un phénomène qui dévisu, recèle du hasard. Et pour notre culture, rappelons que le hasard, c'est une altération par le temps de El Hazar en Palestine, où les croisés inventèrent un jeu de dés qu'ils désignèrent du nom du lieu de l'invention. Alors, je disais donc que j'essaie de faire recours à la raison pour essayer d'interpréter certains faits, certains événements, parce que, quelque part aussi, il est dit que le hasard, c'est un peu
n'est que la mesure de nos limites. Alors, Denis Sassou Nguesso, Denis, c'est bien D-E-N-I-S, c'est 5 lettres. N'est-ce pas? Et observez bien la coupe du président. Naturellement, elle dessine 5. 5, mais en chiffres romains. Voyez, non, en chiffres romains, 1, 2, 3, 4, et voilà. 5, c'est bien ça. Voilà, c'est 5 en chiffres romains. Et puis 5, c'est... Ce V aussi peut signifier la victoire. Hein. Donc on peut aussi penser que c'est des signes qui le prédestinent naturellement à la victoire sur les épreuves qu'il rencontre ou qu'il subit. Oui, le 5 février, vous l'avez dit, 1979, nous avons le 5 juin 1997, et puis universellement, sinon traditionnellement, l'étoile à 5 branches. Et l'étoile en tant que luminaire est source de lumière. Nous sommes là, toujours dans le chiffre 5. Et prenez une personne humaine, vous la mettez debout, les bras horizontaux, les jambes écartées, la tête, vous retrouvez la forme de l'étoile, donc 5. Et avec au centre le cœur qui est comme, disons, le milieu entre l'harmonie et l'équilibre. Et c'est pour cela que sous d'autres cieux d'ailleurs, on parle de l'étoile flamboyante avec la lettre G. Sous d'autres cieux que je ne citerai pas, enfin que nous voyons dans la lecture. Hein, étoile flamboyante avec la lettre G. Mais G, ça peut être un Nguesso. Oui, donc il y a autant de signes qui font que c'est vraiment pas par hasard. Bon, le destin, on y croit, on n'y croit pas, mais quelque part, le président Sassou Nguesso a une rencontre avec le chiffre 5. Et je venais d'en faire la démonstration. Et ceci ne dit pas qu'il faut aller provoquer le président en dehors des dates qui ne seraient pas les 5. Non, mais je dis tout simplement que il a comme un rendez-vous naturel avec le chiffre 5. Et le chiffre 5, quand il a une lettre romaine, c'est V, c'est la victoire. Et puis ben voilà. Voilà, c'est comme ça que j'essaie d'interpréter, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le hasard. Et j'ai noté pour vous, hein, je crois que c'est Honoré de Balzac, hein, il disait que le hasard est le plus grand romancier du monde. Pour être fécond, il n'y a qu'à l'étudier. Monsieur le ministre, vous voulez simplement démontrer, de la façon la plus simple qui soit, que tout pouvoir vient de Dieu. C'est cet axiome populaire-là que vous voulez démontrer au travers de cet exposé. Bon, enfin, chacun peut l'interpréter comme il veut. Si vous ne voulez pas prononcer. Bon, écoutez, le diable est dans les détails. Hein. Les gens disent que le diable est dans les détails, comme les anges aussi peuvent être dans les détails. Nous sommes à une rencontre écuménique au Palais du Parlement. Vous vous souvenez? Une grande messe qui avait été organisée. Et lorsque le président lâche la colombe blanche, elle est partie s'agripper à son effigie, hein, sur les 5 effigies qu'il y avait, ses prédécesseurs. Elle est allée droit s'accrocher. Tout ça n'est quand même pas le cas. Il y avait là encore le chiffre 5. Et bien voilà, n'est-ce pas? Et là, nous retrouvons encore le chiffre 5. Et la colombe est partie s'agripper sur la 5e effigie, qui était la sienne. Et nous étions là, il n'y a pas un moment aussi où la spiritualité était aussi intense que ce moment de cette évocation, cette rencontre écuménique. Tout ça n'est pas fait, ni dit par hasard. Bon, chacun peut l'interpréter à sa manière, tout pouvoir vient de Dieu, pour ceux qui y croient. Enfin, je crois que le hasard n'existe pas
parce que nous avons des limites à interpréter ce que nous voyons et que nous croyons être le fait du hasard. Alors, revenons un peu sur terre. Quel sentiment un ministre d'État peut-il avoir devant la décoration de son président par d'autres chefs d'État? Mais c'est un sentiment de fierté, vous voyez. Le chef de l'État est l'incarnation de la fierté nationale, c'est du sentiment patriotique. Lorsqu'il est ainsi décoré, c'est tout le Congo qui est décoré. Et on ne peut qu'être fier de vivre un tel événement. J'ai hâte même de le vivre par les images, nous qui n'étions pas. Vous avez de la chance d'avoir vécu cela. Et j'attends vivement pour vivre, être en communion avec vous qui étiez là-bas. Mais quel sens donnez-vous à ces deux gestes-là? Le geste d'abord du président Faure Gnassingbé à Pia, village natal de Feu et Adema, ancien président de la République du Togo. Ensuite, celui du président Thomas Boniaï du Bénin à Cotonou. Vous pouvez justifier ces deux gestes-là par quoi? S'il vous était demandé d'interpréter ou d'analyser, comme nous le faisons souvent, nous journalistes, pourquoi les autres chefs d'État ont-ils décidé, selon vous, même si vous n'y étiez pas, de décorer Denis Sassou Nguesso et de lui décerner la plus haute distinction de leurs pays respectifs? C'est la reconnaissance des services rendus à l'Afrique par le président Denis Sassou Nguesso. Je crois que il le mérite et je crois que bon, est-ce que je peux le faire? Chaque Congolais devrait le faire. Remercier ces deux chefs d'État pour le geste combien noble qu'ils viennent d'accomplir. Je crois que ça honore le Congo, ça honore notre pays, ils honorent ainsi notre peuple. Je crois que c'est la reconnaissance du rayonnement africain, le rayonnement international du président Denis Sassou Nguesso. Je crois qu'il le mérite. Les jours passant, monsieur le ministre, les jours, les mois, les années même, les décennies aussi, les décennies passant, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait du bilan du mouvement du 5 février 1979. On n'arrive pas encore à la deuxième occasion qui permet au président Denis Sassou Nguesso de revenir au pouvoir, c'est-à-dire en 1997. Est-ce que vous êtes aujourd'hui satisfait du bilan du mouvement du 5 février 1979? Le 5 février, le président Sassou Nguesso est arrivé le 5 février 1979. Il en est reparti en 92. Je crois que de 79 à 92, beaucoup de choses ont été faites dans le pays. Vous avez parlé du premier plan quinquennal, c'est autant de réalisations qui ont été faites. Bon, bien sûr que lorsqu'on arrive à la conférence nationale, c'était vraiment la négation de tout, mais cela n'a rien enlevé à l'impact du passage du président lors de ses premiers mandats, c'est-à-dire de 79 à 92. En tout cas, je peux vous dire que lorsque, à la conférence nationale, nous faisions le bilan du gouvernement, dans le chahut, on était fiers. De février à juin 1991, se tient à Brazzaville une conférence nationale souveraine. Denis Sassou Nguesso va subir de plein fouet le procès de son régime dans une atmosphère d'halali où toutes les accusations sont permises, y compris les plus infamantes. Un gigantesque déballage. La conférence nationale devait se tenir 15 jours. Elle a duré plus de 3 mois. 1200 participants, plus de 67 partis politiques, 134 associations. Pour diriger les débats, un ecclésiastique, Monseigneur Kombo. Au programme, un projet de constitution, un calendrier électoral, une loi sur la presse, bref, l'accession à la démocratie. Nul n'est épargné, les anciens responsables sont dans la salle. Une psychothérapie nationale où les ministres doivent demander la parole, où d'anciens dignitaires pleurent, où les politiques sont sommés de s'expliquer.
Alors je crois qu'il faut absolument cesser avec ces méthodes. Et tout ce qui se dit ici est archi faux. Le Congo vit tout entier au rythme de ses états généraux. Après 105 jours d'intenses débats, la conférence se conclut. Le président Sassou s'engage à apporter son soutien au Premier ministre qui dirigera le pays pendant 12 mois sous le contrôle d'un Conseil supérieur de la République. C'était un moment qui a dû être assez difficile, c'est le moment de la conférence nationale. Quand on regardait ça, et comment vous dire, beaucoup de trahison. Revoir les gens qui étaient avec nous hier, qui mangeaient avec nous à ma table, parce que moi, ma table était ouverte à tous ses collaborateurs. Ils venaient à la maison, même ses conseillers, et leurs épouses et tout ça, et regarder devant la télévision tout ce qui se disait. Je me dis, mais comment ça peut être possible? On parle de qui, là? De cet homme que j'ai connu, là, j'accompagne, ou d'un autre homme? Mais c'était très, très, très dur. Très dur, et surtout le soir, parce qu'on était souvent tous les deux. Tous les deux, il n'y avait plus personne, et puis on mettait les enfants un peu à l'écart de tout ça. Et il manquait plus que les pleurs, quoi. Parce que je disais, c'est quelle est cette vie de politique, c'est ça? Et tout ce qu'il disait, mais tout et n'importe quoi. Des choses à peine croyables. À peine croyables parce que je disais, mais est-ce que quelqu'un peut faire ça? Mais c'est ça qui plaisait aux conférenciers. Et vous-même, ils ne vous ont pas épargné? Non, pas du tout. Et moi-même, qu'est-ce qu'on ne m'a pas donné? On m'a même donné tout un train. Tiens, tenez. Un train qui partait de Pointe-Noire à Brazzaville. Un train, on s'appelait à l'époque un train bleu. Et là, dans la salle, il y avait des ministres de transport. Il y avait le directeur de CFCO qui ne disait rien. Je dis, si c'est ça la politique de Nice, ce n'est pas la peine. Tu as fait ton temps, on est resté là, ça va faire quand même 12 ans, hein, déjà 13 ans. Je dis, ça suffit, on va se reposer, on va leur laisser la politique, parce que ces mensonges, pour moi, c'est trop dur à supporter. Comment on peut dire qu'un homme se lave avec le sang d'un autre homme? Pour faire quoi et où et comment? Non, je dis, mais il vaut mieux arrêter. Et je lui ai effectivement demandé qu'on arrête. Alors en ce moment-là, il me dit, je me souviens toujours de cette phrase, il dit, bon, tu as peut-être raison, mais il vaut mieux sortir par la grande porte. On va y aller. Monsieur le Président, vous avez expliqué que vous étiez pour un passage progressif à la démocratie et au multipartisme. Et vous avez été confronté finalement à des gens pour qui la démocratie, c'était l'alternance immédiate. En ce qui me concerne, j'avais presque pris rendez-vous puisque, en pleine conférence même, le texte que vous pouvez consulter, j'assume. Dans ce texte, je prenais presque rendez-vous parce que je posais les conditions d'un véritable engagement du peuple dans le processus démocratique, et qui était, je n'ai pas voulu le dire, mais qui pour moi était à l'opposé de ce qui se passait. Et ce texte-là, je pense que c'était ma réponse à tout ce qui se disait, se faisait. Et à travers ce texte, je disais qu'on n'avait pas besoin de violence, on n'avait pas besoin d'enjamber les corps, on n'avait pas besoin de sang et de larmes pour faire naître la démocratie. Et donc pour moi, c'était mon message.